Mais je crois qu'il a une bonne épaisseur actuellement. Mais il n'est pas le seul. Moïse Katumbi a une bonne épaisseur. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Mais on dit au sein de C64, c'est lui. Si lui quitte C64, cette histoire est finie. Vous y croyez? Vous savez, si lui quitte le C64, le C64 est fini. Ça veut dire que les autres, même les autres dirigeants ou du C64, ils sont comme des cadavres, des fantômes. Non. La question de droits de l'homme sous l'ère Tshisekedi et Kabila, les constats sont-ils les mêmes? En tant qu'aumônier des prisons, le pourcentage d'incarcérés légaux, c'est-à-dire qui sont incarcérés conformément à la loi, dépasse les 60-70%. Aujourd'hui, Oui. c'est bien pire. Tout comme hier. C'est pire qu'hier. Pour moi, en tant qu'aumônier, il dit aujourd'hui, c'est pire qu'hier. De dialogue inclusif Inclusif. avec Kabila. Pourquoi pas? Mais Kabila, ce n'était pas notre président pendant 18 ans. Lui qui est accusé d'être de mèche avec la FCM23. Mais il est accusé. Il est accusé, on peut accuser n'importe qui de n'importe quoi. Donc c'est à la demande, sur instruction d'Étienne Tshisekedi, que j'étais entré en contact avec Martin Fayulu. En 2009. D'ailleurs, le docteur Loseke, qui était à Bruxelles à l'époque, et qui était vice-président de l'ESID, coprésident de l'ESID avec Martin Fayulu. Donc Martin Fayulu n'a jamais fait partie de l'UDPS. Pas ma connaissance. Et à l'époque, Kabouya était-il déjà là? Comment serait-il au courant? Augustin Kabouya... Non, à l'époque, Augustin Kabouya n'était pas encore membre de l'exécutif du parti. Qui était-il? Bon, c'était un grand combattant. Un militant. Un grand militant, oui. Sur le média du progrès, nous sommes contents et nous vous disons merci de votre fidélité. On ne le dira jamais assez. Nous revoici pour ce nouveau décryptage sur l'actu en République démocratique du Congo avec un invité qui est de plus en plus rare dans le média. Mais on a eu enfin la baraka de l'avoir pour parler de l'actu brillante en République démocratique du Congo. Oui, sa voix, son intelligence mise à contribution pourrait aider ces pays à retomber une perspective et une trajectoire beaucoup plus maîtrisée du pays. On parlera. Les 15 août, la date butoir de l'ultimatum de C64 lancé au président Félix Tshisekedi pour qu'il convoqua les dialogues avant même la fin de l'échéance. La loi sur le référendum est renvoyée à l'Assemblée nationale pour une nouvelle délibération. De ces faits, nous allons nous poser des questions auxquelles vous aurez aussi des réponses. Qui de Tshisekedi de C64 est plus cohérent par rapport à son agenda politique et si le véritable dialogue avait déjà commencé et s'il maîtrisait son sujet et ses sujets. Ce sont ces questions, des questions comme celle-ci. On va en égrener à l'infini. On parlera aussi de la situation sécuritaire dans la partie orientale. Oui, qu'en est-il? Et si aujourd'hui on serait en train de légitimer l'opposition armée, terme utilisé il y a quelques mois par le président congolais. Pour en parler, on a l'immense plaisir de recevoir sur ce plateau, un plateau avec moi, Albert Moleka, qui n'est plus à présenter. Serrez la ceinture et on va décoller. À tout à l'heure. Honoré de savoir comment allez-vous. Merci pour l'invitation, Gédéon. Je vais très bien et vous aussi, j'espère. Oui, très bien. Vous êtes le tout dernier directeur de cabinet et porte-parole du leader Maximum. Étienne Tshisekedi, aujourd'hui, vous êtes aux côtés du prix Nobel de la paix. Qu'est-ce que ça vous fait? Vous occupez toujours un rôle aussi important, celui qui souffle à l'oreille
des hommes capables de redessiner notre destin commun. Bon, tout d'abord, je voudrais un petit rectificatif. Allez-y. Je n'étais pas le dernier directeur de Pour cabinet vous, quelqu'un d'autre a été nommé d'Étienne Tshisekedi. J'étais le du leader. premier directeur de cabinet et porte-parole Ok. dûment nommé par Étienne Tshisekedi, oui. Et qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui le même rôle que vous faisiez à l'époque aux côtés de Tshisekedi, vous le faites aujourd'hui aux côtés de Dr Edeni Non, Mukwege? ce n'est pas le même rôle. Auprès de le docteur Denis Mukwege, notre prix Nobel, le prix Nobel de l'Afrique, c'est une personnalité, bien sûr, de calibre mondial et dont malheureusement, tant les activités que les œuvres sont plus connues à l'extérieur que dans son propre pays. Quel contraste. D'ailleurs, le prix Nobel n'a jamais été célébré en RDC. Et ce qui est bizarre, vous savez, il y a des dizaines d'autorités de pays étrangers qui ont visité, qui se sont rendus à Panzi, donc à Bukavu, au sud Kivu, mais aucun président de la République congolaise ne s'est rendu à Panzi. Est-ce qu'on le respecte autant, comme on le voit à l'extérieur? Je crois que ce n'est pas question de respecter une personne, mais le combat ou le travail que cette personne, toute son équipe font, c'est par rapport, ça s'adresse à un problème très sérieux qui affecte des milliers, des dizaines de milliers de Congolais, c'est-à-dire les violences. C'est devenu pratiquement un les fléau violences dans la partie sexuelles. orientale. Oui, mais pas seulement dans la partie orientale. Vous savez, vous pouvez pas vous douter à quel point à Kinshasa aussi le viol est un fléau. Le viol C'est n'est pas utilisé comme une seulement- arme de guerre. Mais le viol utilisé comme une arme de guerre, c'est plus spécifique, bien sûr, au théâtre, aux zones de théâtre militaire telles que nous vivons malheureusement à l'est de notre pays. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça vous fait de... Bon, pour moi, c'était être un, aux côtés de- c'était un prix honneur. Nobel. C'était un honneur Mhm. lorsqu'il m'a demandé de l'accompagner dans son œuvre. Vous savez, ce n'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de non seulement de côtoyer, mais surtout d'accompagner de temps à autre. Des Votre nomination avait personnalités été de ce rendue calibre. publique en date du 17 mai 2023. 23. Juste à quelques mois de la campagne électorale de 2023. Oui, exactement. Mais il a été accusé par Un personnage par- étranger. par la partie adverse, un candidat de l'étranger. Mais je crois que les faits par après ont pu montrer qui est réellement candidat ou qui réellement s'accroche à l'étranger. Ceux qui vont chercher les solutions du pays à l'étranger, c'est ceux qui s'accrochent aux étrangers. La paix est indispensable pour le développement, la paix est indispensable pour la vie sociale. La paix est indispensable pour que les générations futures aient aussi un avenir. Vous vous rendez compte que il y a des contrées, des territoires dans notre pays qui n'ont pas connu la paix depuis 30 ans. Or, 30 ans, c'est même légèrement plus qu'une génération. Une génération, Alors, c'est 25 ans. Les enfants nés pendant ces 30 ans, quelqu'un qui est né dans ces territoires et qui a aujourd'hui entre 20 et 30 ans, quelle perspective d'avenir peuvent peuvent nourrir ces jeunes en ayant vécu simplement dans un environnement marqué par les conflits et ses conséquences. Donc la paix est indispensable. La recherche de la paix, c'est un devoir pour chaque Devons-nous lésiner sur le moyen lorsqu'on est en quête de paix? Oui, on ne peut pas lésiner sur les moyens. Alors, raison pour laquelle le président est allé frapper à la porte des États-Unis, concluant des accords qui ont été entérinés en décembre 2025. Quelle est votre lecture par rapport à ce qui avait été fait? Les accords de Washington. Oui. Écoutez, l'accord de Washington
Bon, elle est en deux parties. Il y a d'abord l'accord entre la RDC Et et le la Rwanda. République du Rwanda, Mhm, et puis l'accord économique entre la RDC et les États-Unis. mhm. D'ailleurs, cet accord entre la RDC et les États-Unis, on n'en fait pas beaucoup de publicité. Je ne sais pas si les Congolais connaissent dans les détails, Est-ce une garantie pour la paix chez nous? mais on voit, écoutez, cet accord a été signé depuis, je pense, avril 2025 et les chefs d'État les ont validés en décembre, novembre, décembre Décembre 2025. 2005. Et nous sommes en août 2026. La paix n'est toujours pas là. La paix n'est toujours pas là. La paix Donc, est un processus. il faut comprendre que la paix en Mhm. RDC, nous devons en faire d'abord une affaire congolaise, une affaire africaine, une affaire des Grands Lacs, et une affaire africaine. La- C'est à ce prix, c'est à ce prix que nous aurons beaucoup plus de chances de voir réellement cette paix se rétablir dans notre pays. La paix étant un processus qu'on construit au fil des ans, cette lenteur ne se justifie pas. Moi, je crois que cette lenteur ne peut pas se justifier parce que nous parlons ici de vies humaines, hein, et plus spécifiquement de vies congolaises qui sont fauchées chaque jour à cause de ces conflits. Ça urge. Ça urge, ça urge. Je crois que, vous savez, la vie humaine n'a pas de prix. La vie humaine n'a pas de prix. Et il faut absolument mettre toutes les énergies nécessaires pour que cette paix soit rétablie en République démocratique du Congo. Bien, merci. Une question. Vous êtes une source, une bibliothèque pour nous, parce que Amadou Ampate l'a dit en des termes beaucoup plus pertinents qu'en Afrique, lorsque un vieillard meurt, c'est toute une bibliothèque qui se consume. Et je ne vais pas dire que ne suis vous pas êtes encore. dans la catégorie des vieillards, mais au regard de votre expérience variée et enrichissante, vous êtes un témoin des grands événements républicains du Congo. Existe-t-il des écoles politiques en RDC? Bon, des écoles politiques, si vous parlez d'écoles dans le sens un immeuble avec une faculté ou quoi, bon, vous avez les facultés universitaires, tant à Kinshasa, à Lubumbashi, à Kisangani, bien sûr, mais école politique dans le sens de l'école de la vie, où vous pouvez apprendre. La politique, c'est quoi? La politique, c'est s'intéresser et apporter sa part au développement de la société, de la communauté, police, la communauté, la cité. Euh, et je crois que déjà le parcours dans la vie, hein, le parcours dans la vie, c'est un grand vivier où vous pouvez beaucoup apprendre en termes de politique, en termes de politique. Je crois que dans notre pays, le problème c'est que dans notre pays, on conçoit la politique simplement comme cet univers, cet environnement où vous pouvez faire beaucoup d'argent, puisque d'ailleurs actuellement malheureusement ça semble, La principale activité pour ceux qui sont aux manettes aujourd'hui. voilà, c'est ce qu'on appelle la politique, mais qui finalement n'apporte quasiment rien dans le sens du développement de la communauté ou développement de la société. Donc il y a une différence entre la politique et les activités publiques qui gèrent nos institutions. Moi, je parle d'école politique au vrai sens du mot, comme on le voit sous d'autres cieux, en France, en Angleterre, des écoles où on apprend sur la gouvernance, sur l'État, et dont le résultat se font remarquer sur la durée. Oui, les résultats se font remarquer sur la durée. Dans quel sens? Dans le nombre d'élèves qui sortent de ces écoles. Là, nous avons les universités. Ici à Kinshasa, nous avons l'UNIKI, nous avons
l'université protestante, l'université catholique et d'autres et chacune de ces universités ont une faculté de sciences politiques et sociales, généralement. Donc ce sont des écoles où vous pouvez apprendre des choses sur la politique, que ce soit l'économie politique, que ce soit euh, la politique pure, les théories politiques, l'histoire, qui est très important aussi pour comprendre comment la politique se déroule dans un pays ou comment affecter la politique. Vous savez que l'histoire est constituée de cycles et souvent ces cycles se répètent. Et lorsque vous observez par exemple dans notre pays, prenez le phénomène des rébellions. Hein? Ce n'est pas nouveau. Dès l'accès de notre pays à l'indépendance, ce pays a été affecté par des rébellions. On a connu des rébellions cycliques depuis 60 à nos jours. Et il faut se poser la question, mais quelles sont les raisons profondes de ces rébellions? Quelles sont les raisons profondes de ces rébellions? Est-ce que c'est toujours les mêmes raisons ou bien il y a des raisons spécifiques à chaque rébellion? Puisque une rébellion affecte bien sûr une communauté, affecte toute une cité, tout un territoire et tout un pays et ses habitants. Et comme très souvent, bien sûr, ces rébellions aussi nous coûtent des vies qui nous sont chères, qui sont chères au Congo. Il faut absolument les mettre fin le plus rapidement possible à une rébellion. Ouais, vous êtes un acteur privilégié de l'histoire politique congolaise. Et vous avez connu autant d'épisodes. En parlant des rébellions cycliques que nous avons connues depuis 60 à nos jours, les récentes rébellions, quelle en avait été la cause ou l'élément déclencheur? Est-ce souvent est-ce la cause politique qui entraîne ou qui conduit à ces rébellions ou il faut y voir autre motivation? Mais il faut voir de quelle rébellion spécifiquement vous voulez parler. De 2000 à nos jours, par exemple. De 2000 à nos jours. Ou de 1997. Prenez le fait qu'actuellement, il est établi que nous avons au Congo à peu près 120 groupes armés. 120 groupes Donc, armés. qui n'ont pas été éradiqués? Non, qui n'ont pas été éradiqués. Certains de ces groupes armés ont été rassemblés dans une... Étatique et non étatique. Non, les groupes armés. Non, le seul groupe armé étatique, c'est les forces armées congolaises, Ok. la RDC. Sinon, le reste, ce sont des groupes armés. Pour lesquels, d'ailleurs, on avait décrété l'état d'urgence au Nord Kivu et en Ituri. Mais malgré ça, ces groupes armés subsistent. Certains ont été rassemblés au sein de ce qu'on appelle les Wazalendo, en vue de combattre aux côtés de l'armée. Ils ont même obtenu le statut de réserviste de l'armée. Donc, sont à charge maintenant du budget national, à charge des finances publiques. Mais le commandement pose toujours problème. Hein? Oui, bien sûr, le commandement. On se dit c'est l'État qui contrôle ces Wazalendo ou c'est des individus? Mais ces Wazalendo, c'est-à-dire les groupes armés qui forment maintenant Wazalendo, chaque groupe armé a toujours son leader. Bon, ce qui pose évidemment un problème de cohésion en termes de commandement, et sur le théâtre des opérations, ça ne facilite sûrement pas les choses, puisque normalement, tous ces groupes armés, d'abord, devraient perdre le statut de groupes armés et devraient se fondre réellement en tant que réservistes des FARDC. Donc, ils devraient renoncer à l'appartenance à leur groupe armé et donc peut-être renoncer aux causes pour lesquelles ces groupes existaient en définitive. Alors les Wazalendo peuvent être considérés comme de groupes armés étatiques parce que la loi sur l'armée
est-ce consacre-t-elle ses pouvoirs à ces Wazalendo? Et aussi, ce Non, sont de des groupes, réservistes. ce sont des groupes ethniques et ça pose problème. Je Ce n'utilise sont pas des groupes ethniques dont leur déplacement pose problème. Ils sont plus attachés à la patrie, des défenseurs de la patrie, en cas d'évasion extérieure. Est-ce qu'on peut le considérer véritablement comme des réservistes et surtout un Non, groupe étatique? c'est ce que la loi les considère comme des réservistes de l'armée, hein, des forces armées de la RDC. Maintenant, lorsque vous dites que ce sont des groupes ethniques, Oui. non, beaucoup d'entre eux sont Dans à le fait, c'est le l'origine cas. des groupes de défense communautaire, donc défendant leur L'autodéfense. communauté, l'autodéfense. D'autres sont des groupes de défense et de protection de carabiniers, de certaines autorités civiles et militaires, hein. Donc vous avez une bouillabaisse, je dirais, de groupes armés qui se trouvent maintenant sous l'étiquette Wazalendo. Est-ce que cette situation est-elle profitable à notre pays? À moyen terme et à long terme, non, parce que il faudra bien un jour les désarmer. Lorsque la paix sera revenue, il faudra les désarmer. Or, Ce sera aussi la croix et la bannière. ça a toujours été très difficile de désarmer ces groupes armés, parce qu'il faut comprendre aussi que pour les groupes armés, par exemple les groupes d'autodéfense communautaire, pour qu'elles acceptent d'être désarmées, il faut que les communautés qu'elles sont censées représenter et protéger soient convaincues que les forces armées vont effectivement assurer leur sécurité, leur défense à l'avenir. Puisque ces groupes d'autodéfense ont pris naissance parce qu'il était observé une carence dans la capacité de défense et de protection de ces populations par nos forces armées. Parlons de la rébellion et de la FCM23. On assiste à une occupation quasi prolongée par le Rwanda sous couvert de la rébellion. Quel moyen le plus sûr pour recouvrer les territoires ayant échappé au contrôle du gouvernement central? Et si on banalisait enfin la situation? Et si on normalisait? Et si on légitimait même la cause de cette rébellion? Qu'en dites-vous? Par notre attitude, par nos prises de position? Non, je crois Quand par exemple le président, je vous mets de l'eau au moulin, dit qu'il s'agit d'une opposition armée. Est-ce à retrouver dans notre lexique c'est une opposition constitutionnel? armée. Vous approuvez ça? C'est une opposition armée. Comment vous le soutenez? Non, c'est une opposition qui mène son combat avec les armes. Donc c'est une opposition armée. Différente de l'opposition civile ou l'opposition républicaine qui mène le combat avec des arguments et en mettant en avant le pacifisme. Mais dans notre constitution, le terme n'y figure pas. L'opposition armée. L'autre constitution reconnaît l'opposition. Il y a même un statut sur l'opposition. Oui. Et l'opposition est légale. Il y a le cadre qui fixe tout ça. Mais on n'a pas dit qu'il faut prendre les armes pour être reconnu comme opposition armée et partir à armes égales à la table de discussion lorsqu'il sera question. Eh oui, c'est pour ça qu'il faut toujours poser la question aux rebelles ou aux insurgés. La raison pour laquelle ils décident un jour de prendre les armes. Puisque, je vais rappeler un épisode, en 97, nous avons vu l'AFDEL qui a quitté l'Est, qui est parti de l'Est à l'Ouest de la RDC, et ce qui, au départ, selon les dires de Laurent Désiré Kabila, qui au départ avait justifié son combat par la défense d'une communauté appelée Banyamulenge, lui-même n'étant même pas Banyamulenge,
Et après, l'AFDEL est devenue une rébellion qui, ne l'oublions pas non plus, était soutenue par le Rwanda, par l'Ouganda, qui eux-mêmes n'étaient que si je puis dire, j'ai un peu utilisé le terme marionnette, mais je suis obligé de l'utiliser, marionnette d'une grande puissance, en l'occurrence les États-Unis. Et c'est cette rébellion qui a chassé le maréchal Mobutu du pouvoir. Et je ne sais pas si vous étiez à Kinshasa En province. le 17 mai, lorsque les troupes de l'AFDEL sont entrées dans Kinshasa, tout le monde jubilait. Tout le monde jubilait. Or, c'était une rébellion. C'était une opposition armée. Mais tout le monde jubilait lorsqu'ils ont chassé le maréchal du pouvoir. Quelle différence avec celle qui occupe actuellement les principales villes de l'Est? Écoutez, moi je dirais Est-ce le mobile reste-t-il le même ou il y a une ligne nette de démarcation? Dans une certaine mesure, quand vous retrouvez plusieurs acteurs, de l'AFDEL jusqu'à l'épisode M23 contemporain, vous retrouvez plusieurs acteurs, on pourrait dire même historiquement, ou même en termes d'analyse politique, que le M23 est aussi un des petits-enfants de l'AFDEL. Un des petits-enfants de l'AFDEL. Un des petits-enfants de l'AFDEL. D'où le mobile restait le même. Pas nécessairement. Autant le mobile, l'AFDEL, souvenez-vous, l'AFDEL, c'était un mouvement qui était soutenu par des pays africains qui étaient eux-mêmes aussi financés, soutenus par les États-Unis. Et donc je crois que l'AFDEL, c'était beaucoup plus les États-Unis qui en avaient assez du maréchal Mobutu, de leur allié dans le passé, et qui avaient décidé que il fallait mettre un terme à son pouvoir, et qui ont utilisé un problème mal réglé qui existait depuis des années, c'est ce problème de la nationalité des communautés dites rwandophones. Et c'est un problème que nous éprouvons assez bien de difficulté de régler définitivement. Vous jetez la lumière en pleine figure au regard du tableau brossé, du tableau synoptique tel que vous l'avez fait. À partir de quel moment cette situation ou cette prise d'armes devient rébellion? Parce que vous dites, vous parlez des soutiens extérieurs dont bénéficient toutes ces rébellions, en commençant par celle de 97 jusqu'à ce jour. Rébellion ou agression? L'agression provient d'une attaque d'un autre pays, d'un autre gouvernement, d'autres forces armées. La rébellion est plutôt un phénomène interne à un pays. Donc, un groupe de citoyens décide de lancer une insurrection, je veux dire, contre le pouvoir établi. Dans ce cadre-là, nous avons affaire alors à une rébellion. Dans le cas sous examen, nous avons affaire à une rébellion. Nous avons affaire à une rébellion. Mais qui bénéficie du soutien extérieur. Oui, qui bénéficie du soutien extérieur. Mais vous avez suivi Paul Kagame récemment qui a dit que la survie du M23, en tout cas, c'est la survie du Rwanda. Non, ce n'est et pas même de l'individu. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit ça en anglais. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il voulait dire concrètement et l'essence de ce message? Que ceux qui pensent lier la survie du M23 à la survie au Rwanda se trompent. Alors, on a interprété diversement. Traduire, c'est trahir, disent les latinistes. Allez, maintenant, comment recouvrer la paix? Comment récupérer les territoires
et a échappé à notre contrôle à ce stade. Mais écoutez, face à une rébellion, je crois que vous avez deux options. Soit l'écraser militairement, soit négocier. Or, le gouvernement de la République a déjà choisi la voie de la négociation. C'est le processus de Doha. Bien que sur le terrain militaire, on voit qu'il y a encore plusieurs escarmouches, si je puis dire. Alors, mais le processus de Doha patine. Entre-temps, il y a le processus de Kinshasa avec le dialogue annoncé par les cardinals Ambongo, dont la date de sa convocation n'est toujours pas avancée jusque-là, malgré l'ultimatum de la coalition article 64 à Félix Tshisekedi. Alors, la question, tout le monde parle du dialogue, présidence, église, opposition, médiateurs régionaux, et presque tous parlent désormais des dialogues, mais pas forcément du même. Nous placerons alors le débat sur le rapport de force à ce jour. Avec tout ce à quoi on assiste, qui dit Tshisekedi et de l'opposition semble être le plus cohérent par rapport à ses agendas politiques? Je crois que chacune des parties prétend avoir une certaine cohérence, que ce soit l'Union sacrée ou que ce soit le C64, mais je voudrais relever quelque chose parce que tout à l'heure, vous avez parlé de l'ultimatum du C64 par rapport au dialogue, mais le C64, je pense que sa lutte et ses exigences concernent les velléités de changement de la Constitution. C'est pas le dialogue. Ça, c'est le plan A. C'est par rapport aux velléités de changement de la Constitution. Mais vous êtes politique aguerri, ça c'était le plan A. Mais dans toute démarche politique, vous ne pouvez pas y aller avec une seule carte. À défaut d'obtenir le non-changement de la Constitution, quoi d'autre ils espéraient en bien leur démarche, leur stratégie? Non, tel que je comprends, le combat qui est mené par le C64, c'est contre le changement, les velléités de changement de la Constitution. Et que donc, eux, ils déclarent qu'ils vont se battre jusqu'au bout pour que cette Constitution ne soit pas changée. Maintenant, aujourd'hui, ils demandent le dialogue. Ils sont preneurs. Alors, preneurs, et en même temps, ils lancent l'ultimatum. Sur quel tableau joue la C64? Encore une fois, l'ultimatum concernait leur combat initial et actuel, tel que je le comprends, contre le changement de la Constitution. Pas du tout. Ils ont dit dans leur communiqué, s'il ne prend pas l'ordonnance, convoquer les dialogues, et s'il ne retoque pas la loi sur le référendum, reprend les activités de terrain. Oui, s'il ne retoque pas la loi sur le référendum. Et vous voyez que, je crois, hier, le chef de l'État a envoyé une lettre aux deux chambres, à l'Assemblée nationale et au Sénat, pour demander une relecture et un nouveau débat. Et une nouvelle délibération. Sur principalement les réserves émises par la Cour constitutionnelle sur la loi portant sur l'organisation du référendum en RDC. Ça saute aux yeux que le président tient à cette loi. Il crée un boulevard qui lui pourrait être profitable demain. Il ne renonce pas à ce projet. Non, il ne renonce à ce moment-là, quelle est la lecture que vous faites de cette situation? Mais le président ne renonce pas à ce projet dans le sens qu'il est clair que il y a un camp politique, le camp politique du président, qui désire changer la Constitution. Certains parlent d'amender certains articles de la Constitution, donc il faudrait que... L'esprit restera le même. L'esprit restera le même, parce que l'objectif final, c'est quoi? C'est pouvoir débloquer l'article 220. Principalement en ce qui concerne le nombre de mandats. La durée. Et éventuellement la durée.
ainsi de suite. Maintenant, qu'est-ce qui se passerait le 15 août si jamais le président ne convoquait pas les dialogues? Et d'après les déclarations des responsables du C63, 64. C64, le 15 août, c'est l'ultimatum. Si non, il n'y a pas eu renoncement à ce projet de changement de constitution, ils vont alors annoncer à la population les diverses actions qu'ils vont mener contre ce projet. En revenant sur les dates de leurs activités, le 8, le 22, est-ce que la C64, les cardinaux, la C64, n'ont-ils pas perdu toute crédibilité au sein de l'opinion? Je ne crois pas. Vous savez, je pense que le premier report, c'était suite à l'invitation du président Ndayishimiye, qui, après avoir parlé à son homologue, le président Tshisekedi, a décidé de recevoir les différentes parties, maintenant dans le cadre du dialogue que le président Tshisekedi a accepté, semble-t-il. Et le deuxième report, c'était sur la demande principalement du cardinal et des autorités ecclésiastiques. Et je ne pense pas qu'ils aient perdu leur crédibilité. Vous savez, dans tout combat politique, il faut quand même aussi savoir montrer du savoir-vivre. Il ne faut pas perdre des qualités d'une certaine éducation. Lorsque un chef de l'État qui, en plus, est fortement impliqué dans une situation grave de votre pays, à savoir le conflit à l'Est, la moindre chose en termes de politesse, c'est de répondre à son invitation. Lorsque le cardinal, quand même, le chef de l'Église catholique, qui est l'Église mère dans notre pays, vous demande quelque chose, il faut quand même l'écouter. Il faut quand même l'écouter. Et on observe des frictions à l'interne de la coalition, presque un conflit, une guerre de leadership par rapport à la nature de cette coalition. C'est une coalition qui pourrait résister. Jusqu'où est-elle capable d'aller en restant unie? Mais je pense qu'ils espèrent rester unis jusqu'à terminer leur combat. Hein? Ils espèrent, mais dans le fait, on est en train d'observer tout le contraire. Écoutez, dans les faits, regardez l'Union sacrée, il n'y a pas de... il y a beaucoup de bisbilles aussi au sein de l'Union sacrée. Vous savez, ces coalitions politiques ne sont pas faciles à gérer. Et ce n'est pas un problème exclusif au Congo. Est-ce qu'il y a un problème de leadership ou d'ego surdimensionné de leaders? Par exemple, quand vous avez un leader à la taille de Fayoulou, Moïse Katumbi, Kabound, vous voyez, ceux-là peuvent-ils vraiment marcher ensemble? Ils le font. Jusqu'où peuvent-ils aller? Ils le font. Et ensemble, regarder tous dans la même direction. Mais espérons pour eux et pour la cause qu'ils défendent qu'ils puissent aller le plus loin possible. Le plus loin possible. Vous savez, prenons l'Union sacrée. Pierre Bemba, Vital Kamere, Modeste Bahati, etc., Augustin Kabouya, tout ça. Est-ce qu'ils s'entendent tous tout le temps? Mais l'Union sacrée actuellement, c'est quelques individus, Sembata et Kabouya actuellement. Qui font le plus de bruit. Les autres ne sont plus en vue. Qui font le plus de bruit. Alors maintenant, est-ce que Kabouya a-t-il pris de l'épaisseur par rapport à son combat politique? On finit par là. Il y a, dans une déclaration lors d'une matinée politique, Kabouya qui vous avez accusé, vous, que tout ce problème s'est créé, c'est à cause du vieux Moleka qui avait amené Fayoulou vers moi.
Parlons des circonstances d'adhésion de Fayulu à l'UDPS. Comment est-il arrivé là? Et Non, non, ça s'est passé comment? Martin Fayulu n'a pas adhéré à l'UDPS. Bon, à ma connaissance du moins. Ce que je peux dire pour être clair et bref, je connaissais Martin Fayulu il y a longtemps, c'est une personne très connue à Kinshasa depuis des années. Mais mon contact politique et mes actions politiques avec Martin Fayulu datent de 2009, lorsque j'étais assistant et porte-parole d'Étienne Tshisekedi. Et c'est à la demande du président Étienne Tshisekedi, qui était en convalescence à Bruxelles, en Belgique, qui m'a expressément demandé d'entrer en contact avec Monsieur Martin Fayulu et d'organiser une action spécifique. C'était la commémoration, je crois, la commémoration de la journée de la lutte, la journée de la lutte des chrétiens, qui avait réclamé la reprise de la conférence nationale souveraine à l'époque, qui avait été réprimée vigoureusement, brutalement par les forces de sécurité du maréchal Mobutu à l'époque. Donc c'est à la demande, sur instruction d'Étienne Tshisekedi, que j'étais entré en contact avec Martin Fayulu. En 2009. D'ailleurs, le docteur Loseke, qui était à Bruxelles à l'époque, et qui était vice-président de l'ESID, coprésident de l'ESID avec Martin Fayulu. Donc Martin Fayulu n'a jamais fait partie de l'UDPS. Pas ma connaissance. Et à l'époque, Kabouya était-il déjà là? Comment serait-il au courant? Augustin Kabouya, non, à l'époque, Augustin Kabouya n'était pas encore membre de l'exécutif du parti. Qui était-il? Bon, c'était un grand combattant. Un militant. Un grand militant, oui. C'était un militant assez proche de certains membres de famille. À l'époque, déjà, Fayulu représentait quelque chose dans l'opinion. Oui, dans l'opinion et dans Kinshasa. Écoutez, Martin Fayulu, c'est une personnalité quinoise bien connue, même en dehors de la politique. A-t-il gardé son aura ou l'a-t-il perdu? Écoutez, moi, je pourrais être difficilement peut-être objectif, parce que d'abord, c'est un frère, c'est une personne avec laquelle j'ai des liens particuliers. Ou je reformule ma question, quelle épaisseur a-t-il pris? Mais je crois qu'il a une bonne épaisseur actuellement. Mais il n'est pas le seul. Maurice Katumbi a une bonne épaisseur. Joseph Kabila, n'en parlons pas. Mais on dit au sein de C64, c'est lui. Si lui quitte C64, cette histoire est finie. Vous y croyez? Vous savez, si lui quitte le C64 est fini. Ça veut dire que les autres, même les autres dirigeants ou du C64, ils sont comme des cadavres, des fantômes. Non. Vous pouvez écouter. Prenez un Jean-Marc Kaboun. Prenons par exemple Jean-Marc, qui a dirigé l'UDPS. Qui a dirigé l'UDPS. À la mort d'Étienne Tshisekedi, c'est Jean-Marc Kaboun qui dirigeait. Il a pris les rênes du parti. Jean-Marc Kaboun, c'est un militant de très longue date. Je l'ai connu, on s'est connu, on avait une relation téléphonique. Et encore une fois, à la demande de feu président Étienne Tshisekedi, que j'étais entré en contact avec lui lorsqu'il se battait pour installer, implanter le parti dans des contrées où le parti n'était pas installé et qu'il avait des problèmes fréquents avec les administrateurs du territoire et que j'avais reçu les instructions du président Étienne Tshisekedi de l'aider et ainsi de parler aux administrateurs du territoire et voir au ministre même de l'Intérieur chaque fois qu'il était arrêté ou mis au cachot. Mais je crois que Jean-Marc Kaboun
ayant dirigé un parti comme l'UDPS Tshisekedi, a pu montrer aussi son épaisseur. Merci. Une dernière question. Maintenant, là, on va vers les dialogues. On ne sait pas quand il sera convoqué, Dieu seul sait. Mais la question de droits de l'homme sous l'ère Tshisekedi et Kabila, les constats est-il les mêmes? Les tableaux est-il les mêmes ou il y a une nette amélioration ou régression? Autre chose, parlant du dialogue, quels pourraient être pour nous les leviers des blocages et des déblocages? Bon, d'abord, concernant le dialogue, le dialogue dont on parle actuellement, dont j'entends beaucoup parler, c'est le dialogue de Félix Tshisekedi, qui, lui et ses partisans, souhaiteraient que ce soit selon leurs conditions, là où eux voudront, et avec un ordre du jour. Vous, que vous n'êtes pas dans ce schéma? Dans le schéma du dialogue. Mais si vous ne dialoguez pas, en quoi êtes-vous citoyen d'un pays? Si vous ne parlez pas entre vous. Mais je pense que la situation, tant politique que sécuritaire du pays, requiert un dialogue qui soit réellement, qui puisse être réellement approprié par les différents protagonistes. De dialogue inclusif. Inclusif. Avec Kabila. Pourquoi pas? Mais Kabila, ce n'était pas notre président pendant 18 ans. Lui qui est accusé d'être de mèche avec la FCM23. Mais il est accusé. Il est accusé, on peut accuser n'importe qui de n'importe quoi. Et la question des droits de l'homme sous Tshisekedi et Kabila aujourd'hui? Mais écoutez, la question des droits de l'homme, si vous voulez comparer... Vous êtes aumônier, je dois rappeler. Oui, aumônier des prisons. Si vous voulez comparer, moi je vous recommande de lire les rapports du Bureau des droits humains. CNDH. Rattaché à la MONUSCO. Ok. Mais ce que je peux vous dire, en tant qu'aumônier des prisons, vous avez à la prison de Makala, par exemple, un nombre de prisonniers bien plus élevé qu'à l'époque de Kabila. Et l'époque de Kabila, c'était encore bien plus élevé qu'à l'époque du maréchal Mobutu. Et le pourcentage d'incarcérés légaux, c'est-à-dire qui sont incarcérés conformément à la loi, dépasse les 60-70%. Aujourd'hui. Oui. C'est bien pire. Tout comme hier. C'est pire qu'hier. Pour moi, en tant qu'aumônier, il dit aujourd'hui c'est pire qu'hier. Pourquoi? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Pourtant, lui, on le voyait sur une très bonne trace, faire mieux. Oui. Vous savez, je vous rappelle simplement que Félix Tshisekedi avait dit que une des priorités, la fermeture de tous les cachots clandestins ou quoi. Bon, nous savons que ça n'a pas été le cas. À la prison, ce qu'on remarque, d'abord, je tiens à rendre hommage aux autorités qui gèrent principalement le président de Makala et de Ndolo, puisque leur travail est tellement dur. Et maintenant, les conditions d'incarcération sont inhumaines. Je peux simplement dire qu'elles sont inhumaines. Ça n'a pas changé malgré les réformes et les efforts du gouvernement par l'entremise de Constant Moutamba? À l'occasion, si vous avez le temps, lorsque je reprends mes visites à la prison, je vous inviterai que vous-même vous fassiez le constat. Allez, merci beaucoup. On aurait bien voulu continuer avec vous en vous posant beaucoup de questions. J'ai des moult questions à vous poser parce que vous n'êtes pas facile. Il est des invités qu'on ne reçoit pas tous les jours. Le cas de Albert Moleka. Merci de l'honneur. Votre dernier mot. Merci à vous pour l'invitation. Mon dernier mot, c'est simplement que souhaitons tous que les personnes qui peuvent et qui doivent se faire violence
tant à travers les dialogues, tant à travers les décisions politiques, pour établir la paix dans notre pays, que ces personnes le fassent. Il est plus que temps et vaut mieux tard que jamais. Allez, merci beaucoup à vous tous qui nous avez regardé et suivis. Je recevais pour vous les conseillers spéciaux du prix Nobel de la paix, du docteur Denis Mukwege. Avec lui, on a passé en revue l'actualité brûlante à bloc du Congo. Je vous retrouve avec la dose de plaisir pour un autre numéro. Prenez soin de vous et bon début de week-end à toutes et à chacun. Abonnez-vous et activez la cloche de notification, le pouce bleu et l'abonnement. C'est ce qui fait vivre notre chaîne et on ne vous remerciera jamais assez.